Hugues est venu fabriquer une guitare type ES335 en kit lors d'un stage qui a duré 2 jours. Il était déjà venu faire un stage de réglage en groupe au mois d'octobre à mon atelier et il a décidé de revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi un kit de chez Guitar Fabrique. Ça commence à faire plusieurs kits que je teste de chez eux et vous êtes beaucoup à me demander ce que j'en pense. Donc je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Au programme des 2 jours, on a parlé de théorie, de conception, d'électronique. On a fait la finition complète de la guitare, son assemblage, aussi le nivellement des frettes et les réglages, et puis la petite difficulté, la reprise de l'angle de renversement du manche. Comme d'habitude, on attaque le stage par la partie théorique et on parle de règles de conception, notamment le diapason et l'angle de renversement du manche. C'est 2 règles qui permettent de rendre une guitare confortable et juste. Donc on passe tous ces principes-là en revue et ensuite on passe sur la guitare pour contrôler le kit. On commence par regarder l'état du manche et notamment tout ce qui est bois, binding puisque cette guitare a des bindings, et puis fretage. Donc là, les frettes accrochent un petit peu, on contrôlera mieux plus tard, on verra s'il y a des choses à améliorer. Pour le reste, ce kit est plutôt pas mal, il n'y avait pas de défaut visuel. On va regarder si le manche est droit grâce à une règle crantée, et puis on va mettre le manche droit pour pouvoir contrôler les frettes ensuite. On agit donc sur le truss rod avec la clé pour remettre le manche droit et on contrôle avec la règle crantée comme je viens de le dire. Là c'est très simple, en plus les cordes sont pas montées, donc il n'y a rien qui retient le truss rod, donc c'est très facile à régler, on prend vraiment aucun risque. Maintenant que le manche est droit, on peut contrôler le fretage avec le fret rocker, donc on passe les frettes 3 par 3 pour vérifier si elles sont bien toutes au même niveau. Et là, on se rend compte qu'il y aura un petit peu de travail de nivellement à faire sur ce manche, même si c'est pas catastrophique. On contrôle ensuite le diapason des frettes, donc tout simplement avec une règle, on mesure la distance entre le sillet et l'axe de la 12e frette, et en multipliant cette valeur par 2, on obtient le diapason, et là on a pu vérifier qu'on avait bien affaire à un diapason type Gibson. On peut maintenant passer au contrôle de l'assemblage entre le manche et le corps, donc là l'ajustement est plutôt pas mal, il est pas lâche, il est pas hyper serré non plus, donc ça va bien. On remarque qu'il y a bien un angle sur le talon, donc maintenant on va pouvoir contrôler si le diapason est correct, mais là vous voyez on n'aura pas de problème puisque l'emplacement du chevalet n'est pas percé, donc ça nécessitera quand même une opération un peu complexe, mais une fois que le manche sera collé, on pourra repositionner le chevalet au bon endroit pour pouvoir régler la guitare. Par contre, on va quand même là vérifier si l'angle de renversement du manche est bon, et ça, on va installer le chevalet en le posant simplement sur la table pour le contrôler. Donc on va tout simplement positionner le chevalet à l'emplacement du diapason théorique, donc il tombe à peu près derrière le micro. On reporte la distance du sillet à la 12e frette en allant de la 12e frette jusqu'au chevalet, c'est à peu près l'emplacement du chevalet, c'est là qu'il va être mis, à peu près au diapason théorique. Et donc ensuite, avec une règle droite, on va prolonger le plan de frette et normalement on devrait tomber pile poil sur la hauteur des pontets de chevalet, puisque là il n'y a pas les inserts, donc il est dans sa position la plus basse. Donc voilà, avec la règle on prolonge le plan de fret et on regarde où on tombe, et là on se rend compte qu'on n'est pas très bien, parce qu'on doit être 1 cm voire plus, je me rappelle plus, de hauteur. Ça veut dire que l'angle n'est pas bon du tout, là il est beaucoup trop prononcé. Donc nous il va falloir qu'on enlève un petit peu d'angle pour baisser cette hauteur. Parce que si on reste comme ça, pour pouvoir régler l'action, il va falloir qu'on monte le chevalet très haut, et du coup, on serait pas bon, il va falloir qu'on le monte d'1 cm à 1 cm et demi, peut-être même 2 cm, et du coup, le chevalet serait beaucoup trop haut, c'est pas bon du tout, donc là, l'angle est franchement mauvais. Je vous montrerai donc dans la vidéo comment on a rectifié tout ça. On continue le contrôle du kit en regardant le câblage. Là, il est très simple, puisqu'il y a juste 2 micros, un sélecteur, un volume, une tonalité et un jack. Donc j'explique à Hugues comment fonctionne ce type de câblage, et puis on en profite pour faire un petit tour sur l'écran pour parler théorie. Au moment où Hugues est venu faire son stage, j'étais en train de préparer ma formation sur les câblages de guitare, une formation en ligne. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, je vous mets le lien dans la description. C'est une formation qui a beaucoup plu à mes élèves, elle est pas très chère en plus, donc profitez-en. Donc comme j'étais en train de la préparer, eh bien j'ai pu la présenter à Hugues, je lui expliquais les bases de l'électronique guitare en lui montrant le contenu de ma formation. On a parlé du principe de fonctionnement de chaque composant dans les circuits, comment fonctionnait un micro, comment fonctionnait un push-pull, comment on câblait, comment on faisait pour splitter un micro. On a fait des analyses aussi de schémas de câblage. On a parlé vraiment des bases qui permettent de comprendre les câblages de guitare.
Contrôle et théorie étant terminé, maintenant on passe à la fabrication. Donc sur ce kit, la forme de la tête reste à personnaliser. Donc on a décidé de faire une tête type Gibson, donc avec un gabarit. Hugues a tracé les contours d'une tête type Gibson Open Book sur son kit. Et ensuite, on s'est pas trop embêté, on peut faire en n'étant pas trop équipé. On a simplement coupé à la scie, dégrossi les bouts qu'il y avait en trop. Et ensuite, on est passé sur la ponceuse oscillante pour faire les formes. Alors là, on aurait très bien pu le faire avec des râpes et des limes à la main, ça aurait été un peu plus long. Là, c'est sûr qu'avec la ponceuse, ça fait un travail plutôt propre, mais c'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de gabarit et de défonceuse avec de fraises à copier pour faire des opérations simples comme ça. L'avantage ensuite des kits Guitar Fabric, c'est qu'ils ne sont pas revêtus de fondure, du coup ils sont quasiment prêts à recevoir une finition teintée, puisque là nous on a décidé de faire une teinte. Néanmoins, on va quand même passer un petit peu au ponçage pour enlever les résidus de colle qu'il peut y avoir, et puis donner un très bon aspect. Donc on a commencé de poncer au grain 320, puisqu'il était déjà pas mal poncé, et on est monté jusqu'au grain 600. Alors par contre attention, sur ces kits là on a un joli bois de plaquage sur la table, où on voit justement des ondes de bois de forme symétrique par rapport aux joints de collage. Par contre, les plaquages sont hyper fins et on a quand même peur de passer à travers en ponçant. Donc on n'a peut-être pas enlevé tous les résidus de colle et malheureusement ça c'est des endroits où la teinte ne prendra pas. Donc voilà, l'avantage de ces kits c'est qu'ils ont des bois assez jolis, mais les plaquages sont tellement fins qu'en réalité c'est un petit peu une apparence et ça nous donne des contraintes derrière pour poncer les résidus de colle. Si on les enlevait entièrement, eh bien on passerait à travers le plaquage et ça n'irait pas du tout. Alors pour la teinte, on utilise mon nuancier Nitorlac, donc ce sont des teintes à l'eau. J'ai fait un nuancier que j'avais présenté sur la chaîne, et puis si vous voulez retrouver aussi les liens vers ces teintes, je vous les mets dans la description. Donc Hugues voulait une teinte plutôt bleue, donc grâce au nuancier, il a pu choisir la couleur qui lui convenait, et on est parti là-dessus pour faire une couleur unie sur la guitare. La teinte, on l'applique tout simplement avec un morceau de t-shirt en coton qu'on a coupé. On l'étale simplement sur l'ensemble de la guitare. On fait une première couche partout. Là, on n'a pas protégé le binding puisque de ce côté-là, sur le dos et sur la table, le binding est très très fin, on a à peu près 1,5 mm de large. On pourra très facilement le nettoyer. Voilà, sur la table, on commence à voir apparaître le veinage du bois, c'est plutôt assez sympa. Une fois la teinte sèche, et c'est assez rapide, on passe de la laine d'acier 4.0 sur l'ensemble de la teinte. Ça va enlever un petit peu les fibres du bois qui avaient été relevées, ça va égrener un petit peu, et puis ça va aussi homogénéiser un petit peu la teinte. Donc c'est plutôt bien de le faire. Ça permet ensuite de faire une deuxième couche de teinte qui va donner un petit peu plus de profondeur à la couleur. Ça fera mieux ressortir les motifs du bois, et puis on a une couleur qui est plus intense, c'est aussi plus joli. On passe maintenant à la teinte des tranches, et là les bindings sont beaucoup plus grands, beaucoup plus apparents, donc on est obligé de les masquer, puisque c'est une zone qui est difficile de nettoyer sinon avec une lame. Donc là, scotch bleu, on masque le binding, ça fera beaucoup moins de travail de nettoyage. Et ensuite pour la teinte, c'est exactement le même principe que pour la table et pour le dos. On fait une première couche, une fois qu'elle est sèche, on égrène avec la laine d'acier, et on peut ensuite en faire une deuxième. En sachant que si jamais on n'est encore pas satisfait du résultat, on peut passer une deuxième fois de la laine d'acier et faire encore une troisième couche de couleur, ça pose aucun souci. L'étape que j'aime bien sur ce type de guitare, c'est quand on enlève le scotch pour révéler les bindings, c'est toujours assez satisfaisant. Donc là voilà, on enlève le scotch, on se rend compte que le scotch est bien de qualité quand même, ce scotch bleu, parce que malgré ça, il y a très peu de teinte qui passe dessous. On a quand même besoin de nettoyer un petit peu le binding, donc là on le fait avec une petite lame de cutter, notamment la partie qu'on n'avait pas nettoyée sur le dos et la table, et ensuite on devra faire la même chose sur les tranches, mais grâce au scotch, on n'a quasiment rien à faire. Il faut maintenant rectifier l'angle de renversement du manche. Donc on a mis le manche à l'intérieur du corps pour vérifier quel angle finalement était mieux adapté pour le réglage du chevalet. On a aussi pris les cotes sur cette guitare et on les a rentrées dans mon calculateur d'angle de renversement pour savoir quel angle on devait donner au talon du manche. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est gratuit, il vous suffit de laisser votre email, comme ça vous recevrez le calculateur dans votre boîte mail. Il permet, en fonction des caractéristiques de la guitare,
guitare, de déterminer quel est l'angle idéal par rapport à votre chevalet et votre guitare, donc pour pouvoir régler correctement l'action. Il y a une petite notice d'utilisation avec, vous verrez, c'est très simple, donc vous pouvez, quand vous l'avez dans votre mail, le télécharger, et comme ça vous pouvez le garder avec vous tout le temps sans être connecté à internet. Donc là, on a retracé l'angle qu'on avait vérifié sur la guitare et calculé, on l'a reporté sur le talon, et grâce à un rabot manuel, on fait cet angle. Donc c'est un peu dommage sur ce kit, ou sur ce type de kit qui s'adresse aux débutants, parce que bien faire un angle comme ça avec un rabot manuel, c'est quand même pas évident, c'est pas forcément facile, enfin c'est même compliqué à faire pour un débutant, puisqu'il faut déjà savoir utiliser un rabot, savoir l'affûter, et puis après il faut le savoir s'en servir. Donc pour moi c'est pas normal qu'on ait besoin de retravailler le talon comme ça sur des kits guitare. Pour la finition du manche, Hugues souhaitait le laisser brut, donc on a quand même terminé le ponçage et on l'a monté jusqu'au grain 600. Voilà, on a fait ça avant de coller. Et avant de coller, on a fait la finition sur le corps et sur le manche avec de l'Odies Oil. C'est une huile que j'utilise pas mal en stage puisqu'elle est monocouche. On n'a que 30 minutes de séchage et ça donne un aspect très sympa sur le bois, un aspect très naturel et ça relève les couleurs. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien affilié dans la description. Comme je disais, on a passé ce produit sur le corps et sur le manche. Donc on l'applique simplement avec ce qu'on a sous la main, un petit coton, un petit pad en mousse, voilà. Ce qui passe par là, ça va bien. On laisse sécher 30 à 40 minutes et ensuite on lustre avec une serviette éponge pour enlever le surplus. C'est ce lustrage avec la serviette qui va donner l'aspect fini, qui va enlever le surplus et puis bien mettre en valeur le bois, c'est vraiment très très sympa après. On arrive à la fin du dernier jour, il est temps de coller le manche, donc on le remet en place dans la cavité. On sait qu'on est nickel puisqu'on avait repris l'angle de renversement avec un rabot, donc on a juste à coller tranquillement. L'ajustement est assez serré aussi pour qu'on n'ait pas de problème d'alignement. Donc on met le manche en place et on va protéger avec du scotch autour des joints pour éviter que la colle qui bave aille salir la finition et qu'on ait du mal à l'enlever derrière. Donc moi j'aime bien mettre un petit peu de scotch sur le corps et sur le manche pour éviter que ça déborde. Ça débordera, mais ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. On le fera tout de suite une fois qu'on a fini de serrer les serre-joints. Tout est prêt, on peut donc mettre en place la colle sur le talon et dans le neck pocket, et puis mettre le manche en place et mettre les serre-joints pour serrer. Le deuxième jour de stage, on peut enlever les serre-joints et puis passer à la suite. Et ben manque de peau, je retrouve pas les images, donc je peux pas vous les montrer. Je vous explique quand même ce qu'on a fait. La guitare, c'était une guitare de ce type. Donc là, c'est un kit Harley Benton. J'avais montré sa fabrication sur la chaîne. Alors là, c'est pareil. J'avais utilisé les teintes Nitorlac d'ailleurs pour faire la finition. Par contre, ici, c'est fait au True Oil. Donc une fois lustré, poncé et lustré, le True Oil, on peut avoir une finition brillante comme ça. Mais sinon, c'est le même type de guitare. Donc une fois qu'on a enlevé les serre-joints, on s'est occupé de faire le nivellement complet des frettes pour qu'elles soient bien plates, puisque sur le kit il y avait quelques défauts. Une fois le nivellement des frettes fait, on est passé à l'ébavurage des pieds de frettes pour que les frettes n'accrochent pas, que ce soit agréable à jouer, et on a terminé par un lustrage des frettes. C'est des choses que je montre souvent sur la chaîne. Une fois qu'on a terminé de s'occuper du manche, on a pu assembler complètement la guitare, donc là rien de particulier, si ce n'est que sur le kit de Guitare Fabrique, il n'y a pas les trous pour mettre le tunomatique, donc il a fallu qu'on les perce nous-mêmes en mesurant correctement l'emplacement du diapason et puis en mettant l'angle qui va bien pour qu'on puisse ensuite régler la compensation des cordes. Donc ça c'est pas forcément évident pour les débutants, c'est pas expliqué non plus d'ailleurs dans la notice, donc si vous savez pas faire ce kit, il s'adresse pas aux débutants, je pense. Une fois cette difficulté passée, on a pu assembler entièrement la guitare, donc monter les cordes et puis passer au réglage complet qui consiste à vérifier la hauteur du sillet de tête. Donc on avait repris les gorges avec des limaces-sillets. Elles étaient beaucoup trop hautes, c'est souvent le cas sur les guitares entrée de gamme ou sur les kits. Ensuite, on s'est occupé de la courbure du manche, de la régler. Moi j'aime bien me mettre vers 0,20 0,25 mm à la 10e case. Voilà, une très légère courbure. Ensuite, on a réglé l'action des cordes au goût de Hugues. Puis on s'est occupé de régler l'intonation. Et là, j'ai une petite surprise puisque la forme obtenue par les pontets une fois l'intonation
réglées, eh bien ce n'était pas celle que j'avais l'habitude de voir, notamment sur la corde de sol. Et je me suis rendu compte en fait après que comme le sol était une corde filée sur le jeu de cordes qu'il avait acheté, bah forcément la compensation n'était pas la même que sur une corde lisse, enfin que sur un sol lisse. Et du coup c'est pour ça qu'on a un schéma différent des guitares normales. Voilà, j'ai pas du tout pensé à ça quand on l'a expliqué, pourtant on en parle quand on fait la théorie le premier jour et je me suis fait surprendre quand j'ai constaté la forme des pontets une fois l'intonation réglée à l'accordeur. Pour terminer, on s'occupe ensuite de la hauteur des micros et puis après on n'a plus qu'à tester la guitare pour peaufiner les réglages et voir si tout va bien. Donc voilà ce qu'on a fait le deuxième jour pour ce stage qui a duré au total 2 jours. Maintenant je vous donne mon avis sur ce kit Guitare Fabrique puisque ça fait quelques kits que je teste grâce aux stagiaires qui sont venus à mon atelier. Le premier c'était un kit Dobro qui là clairement était très difficile pour les débutants puisqu'il avait fallu qu'on reprenne bien l'angle de renversement de manche aussi et puis l'action comme c'est un chevalet en bois elle se règle beaucoup plus difficilement. Donc kit compliqué, en plus il y avait un défaut de binding, il avait fallu qu'on le renvoie pour en recevoir un autre. Là, le kit de Hugues, il a fallu qu'on refasse aussi le talon, donc bon bref, c'est un peu dommage. Je pense que ça devrait être fait en usine, puisque c'est fait à la CNC, il ne doit pas y avoir de raison que ça marche pas. Là, comme le manche est collé, ça peut peut-être justifier que l'emplacement du chevalet ne soit pas percé, puisque ça permet, si on colle mal le manche comme ça, de percer au bon endroit pour pouvoir mettre le chevalet. Sauf que c'est une opération qui est très délicate, puisque si on met pas le chevalet au bon endroit et pas avec le bon angle, et ça, il va dépendre de chaque chevalet, eh bien on pourra pas régler l'intonation derrière. Donc voilà, sur un kit débutant comme ça, pour moi on devrait avoir les perçages de fait au niveau du chevalet. Alors ceci dit, sur le site Guitare Fabrique, sur ce genre de kit, ils notent clairement que c'est pas des kits qui s'adressent aux débutants. Mais quand même, c'est pas compliqué avec la CNC de percer le chevalet au bon endroit. Enfin, c'est mon avis. J'ai vu passer un autre kit sinon qui est un kit SG Junior. Alors ça c'est cool parce que moi j'aime bien les SG Junior et en kit on n'en voit pas souvent passer. C'est un stagiaire qui l'avait amené à mon atelier pendant son stage autre et il m'a dit tiens je suis en train de faire ça à côté, je voudrais avoir ton avis. Et pareil on avait un problème sur le talon du manche, l'angle était pas bon, en plus c'était poncé de travers donc le manche était tordu. Donc il a fallu qu'il rattrape ça. Bon sinon à part ça le kit était pas mal. Et puis j'ai vu passer un 4e kit avec un stagiaire, je vous en parlerai bientôt sur la chaîne. Là c'était un kit type PRS et pour le coup le kit PRS lui était nickel. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je l'ai trouvé très joli. Il n'y avait aucun problème de conception sur celui-là. C'était aussi un manche collé avec un renversement et aucun problème de ce côté-là. Par contre ce qui est dommage c'est que sur ce kit encore une fois il y avait une table en érable flammé, mais c'est pas de l'érable flammé avec un binding pour cacher l'épaisseur de la table. C'est juste un plaquage d'érable flammé qui est collé dessus. Donc pour faire la finition entre la table et les champs, c'est pas forcément évident puisqu'on a 1 mm de plaquage, on sait pas bien quoi en faire. Et puis pareil au niveau du ponçage, on peut pas trop poncer parce que sinon on peut risquer de passer à travers. Voilà, mais sinon le kit PRS était assez sympa. Pour moi, c'était mon préféré. Voilà donc ce que je pense des kits de la Guitare Fabrique. Pour l'instant, sur les 4 que j'ai testés, c'était assez aléatoire. Par contre, le seul où voilà, on avait estimé à cause du binding qui avait un trou à l'intérieur que c'était pas acceptable, ils l'ont remplacé sans faire d'histoire. Ça a été très rapide, donc il y a quand même un bon service après-vente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des kits Guitare Fabrique dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin sur les réglages de guitare ou sur la fabrication de kits, j'ai 2 formations en ligne qui sont disponibles à mon catalogue, je vous mets le lien dans la description. Et puis sinon, si faire un stage à mon atelier vous intéresse, que ce soit pour faire du réglage de guitare, assembler un kit, fabriquer une guitare à partir d'un manche du commerce ou fabriquer une guitare entièrement, eh bien je vous laisse me contacter, comme ça je pourrai étudier votre demande puisque je fais des choses personnalisées en fonction de vos souhaits. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, posez vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt.